Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en cette fin de semaine, mesdames et messieurs. Nous sommes vendredi 7 septembre 2018 et vous assistez ainsi au dernier grand rendez-vous pour le compte de cette semaine. Alors, on aura trois différents plateaux. On aura un chef quartier, on aura un entrepreneur agricole et on aura sur ce plateau un acteur culturel. À tout à l'heure pour aller plus en détail dans le menu de cette émission. C'était donc la météo de demain 7 h, la météo du samedi 8 septembre lorsqu'il va sonner 7 h. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Pobé, depuis Kétou et depuis Sakété, c'est dans le département du Plateau. Alors, qu'aura-t-on aujourd'hui au grand rendez-vous, mesdames et messieurs? Je l'ai dit tantôt, nous aurons trois grands plateaux constitués comme suit. On aura sur ce plateau déjà Nature et Bien-être va recevoir Ernest Taïwo, il est chef quartier à Rouen-Léco, oui, chef du quartier à Rouen-Léco. Avec lui, on va parler de l'entretien des espaces publics, la part de responsabilité des citoyens dans la rubrique nature et bien-être. Nous aurons également Esper. L'Esper de ce soir répond au nom de Médard Aza. Il est entrepreneur agricole. Vous voyez déjà les images d'élevage. On aura sur ce plateau un entrepreneur agricole donc pour nous parler de ce secteur. Pour lui, vouloir ses pouvoirs. Qu'est-ce qu'il y met? On l'aura pour nous donner les détails. Et en fin d'émission, nous aurons dans la rubrique Horizon Culture, Franck Bianzin. Il est acteur culturel. On va parler avec lui des classes culturelles, comment sélectionner ou s'il faut généraliser. Il va nous donner la réponse. Mesdames et messieurs, on aura également sur le grand rendez-vous Ulvaeus Balogun, je l'ai annoncé hier, oui, il répond présent ce jour. Ulvaeus, bonsoir. Bonsoir, heureuse d'Anandé. Dans un décor bleu, cela signifie que vous êtes là pour nous présenter le journal, n'est-ce pas? Absolument. L'édition de ce soir, nous parlerons de la statistique et de la planification qui sont des filières d'avenir et qui s'occupent de la formation des cadres ainsi que de l'organisation des études et des recherches scientifiques. Nous évoquerons également les nombreux cas de dépression qui existent aujourd'hui dans notre environnement de travail. Quelles en sont les causes? C'est un élément à découvrir. Et enfin, Elonia d'Almeida nous emmènera voir ces jeunes qui, pour pallier au chômage, s'essayent à transformer les chambres à air abîmées en chaussures, en cordes, ainsi qu'en d'autres articles. Voici donc le menu de ce soir, heureuse d'Anandé. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. On va se retrouver à 19h45 pour le développement. 19h45 pile. Et je constate là que vous êtes en parfaite harmonie avec ce qu'on dit dimanche, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Quand on est, même si vous n'êtes pas en blanc.
même si vous n'êtes pas en blanc. J'ai préféré faire du good luck Jonathan, comme on le dit habituellement. Je vous préférerais dans du Patrice Talon, moi. Merci à vous. Alors, on va se retrouver tout à l'heure, Ibrahim Balogun. Mais d'abord, mesdames et messieurs, avant de le retrouver à 19h45, on va recevoir notre premier invité. Il s'agit bel et bien de Ernest Taiwo. Il est chef du quartier à Rouen-les-Corps, comme je le disais. On va le retrouver dans Nature et Bien-être tout de suite. Alors, Bonquet, Joseph Bonquet Doto, voilà, nous a réalisé un reportage sur l'entretien des espaces publics. On va suivre ce reportage et après retrouver notre invité Ernest Taiwo, chef du quartier à Rouen-les-Corps, pour nous dire un peu la part de responsabilité des citoyens dans l'entretien des espaces publics. On retrouve donc Joseph Bonquet Doto pour son reportage. En milieu urbain ou en campagne, disposer d'un cadre pour la distraction et le repos est indispensable pour l'homme. Afin de satisfaire ce besoin, l'État, dans sa politique d'assainissement de cadre de vie, a doté nombre de communes des places publiques. Pour que ces jardins de loisirs maintiennent leur attractivité, il est important, voire nécessaire, de les entretenir et de les garder toujours propres. Je viens très souvent me reposer quand je n'ai pas de courses à faire ou bien quand j'ai fini mes courses le matin ou entre deux courses, je viens me reposer pour reprendre mes courses dans l'après-midi. Souvent, moi, je viens ici. Et bon, pourquoi je viens ici? Je vois que l'air que je prends ici, là, ça me rend vraiment bon, quoi. Je suis content de venir ici pour prendre l'air. Malgré les efforts que fournissent les pouvoirs étatiques, les places publiques végètent par endroits dans un état insalubre. C'est le cas de Cotonou, la métropole, un fait que certains concitoyens déplorent. Ici c'est mon quartier, j'ai l'habitude de rester ici pour prendre du bon vent, mais je suis désolé de voir les tas d'ordures qui sont à côté de nous, qui ne sont pas très aménagés. Et tout ça c'est à cause de la population. Nos mamans, si quiconque qui va venir ici ne doit pas jeter quelque chose ici, ni uriner. Ce que j'ai déploré par rapport à l'entretien de nous qui venons par moment nous asseoir ici pour prendre de l'air, si vous arrivez avec quelque chose que vous mangez, vous êtes obligé, si vous ne voulez pas salir les lieux, de ramasser tout ce que vous avez dans un sachet parce que les poubelles sont de part et d'autre. À ma modeste connaissance, ceux qui viennent surtout et très souvent rester dans ce jardin doivent choisir des jours, une heure, certains jours, et s'organiser pour faire un peu la propriété en dehors de ceux qui, je ne sais pas s'il y a une équipe qui est chargée de la propriété de ce jardin. À Rouen-les-Corps, dans le 12e arrondissement de Cotonou, est érigée la place Cardinal Bernardin Ganti. C'est un jardin public, un espace vert bien aménagé. Malheureusement, ce joyau n'est pas toujours bien entretenu. Chacun doit se dire, quand il vient sur ces bancs publics pour se reposer, doit se dire demain je dois repasser. Donc je dois entretenir cet endroit pour que demain lorsque je viendrai, il n'a pas à dégager avec un coup de pied ces sachets qu'on sort. À notre niveau, nous allons essayer de faire diligence, toucher les autorités supérieures, voir s'ils peuvent nous doter des poubelles que nous allons mettre toujours à côté de ces bancs publics que nous voyons. De façon prioritaire, effectivement, à défaut des poubelles, actuellement, lorsqu'ils finissent d'utiliser les sachets et les papiers, bon, ils ont des endroits où nous mettons des tas qui se déplacent vers ces tas et qui déposent ces sachets-là. L'entretien des places publiques est un devoir pour tous. Les populations doivent constamment apporter leur contribution afin de garder leur environnement sain pour une vie saine, mais aussi pour soulager l'État et l'encourager à nous en offrir davantage. Merci à vous, Joseph Bonquet Doto, pour ce reportage. Et on retrouve sur ce plateau une autorité locale, un chef quartier, précisément celui du quartier à Rouen-les-Corps. Monsieur Ernest Taiwo, je vais y arriver. Comment vous allez? Nous allons bien. Merci, madame la journaliste. Merci, heureuse, tout simplement. Ça va. On va échanger comme ça.
C'est mieux. Madame la journaliste Célia. D'accord. Voilà, Bonjour, heureuse. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, le quartier à Rouen-les-Corps, ça se situe où? À Cotonou, au Bénin? Bon, à Rouen-les-Corps se situe même loin, là où nous sommes déjà sur le territoire à Rouen-les-Corps. La présidence se trouve à Rouen-les-Corps, le tribunal, le CNHU. Donc nous avons la majorité des ministères qui se trouvent sur le territoire à Rouen-les-Corps. Bon, sur le plan géographique, à Rouen-les-Corps est situé au sud par la mer. Et à l'est, nous avons un peu le quartier Zongo. Nous sommes mitoyens un peu au quartier Zongo. Après, nous avons le quartier Kajin 5, qu'on appelle Kajin au Pierre. De l'autre côté, nous avons Kajin 2. Et à l'ouest, à l'est plutôt, nous avons le quartier Les Cocotiers. Donc c'est un chef quartier qui maîtrise bien son quartier. Je pense aussi. Alors, tel que vous l'aviez dit, le quartier à Rouen-les-Corps abrite alors beaucoup d'espaces publics. Oui. Mais comment ces espaces publics-là sont entretenus? Très bien. Bon, concernant les espaces publics, nous déjà au niveau de votre quartier. Oui, au niveau du quartier, tout d'abord, nous organisons tous les premiers samedis du mois une célébrité qui se fait et tout le monde sort et balaye au moins la devanture de son quartier. Mais en ce qui concerne notre la grande place publique qui est la place Benatin-Ganti, nous avons... En face là de la FSS. Très bien. Et en face de notre arrondissement, le 12e arrondissement, les quelques revendeuses qui sont autour, nous les avons sensibilisées à balayer et par quinzaine, elles s'y mettent pour balayer. D'accord, donc là ce n'est pas un ministère ou la mairie directement qui s'en occupe? Non, la mairie ne s'occupe pas, ça c'est de l'initiative du conseil local du quartier. Et ensemble avec ces femmes, nous le faisons. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que c'est ce qui se passe dans les autres villes du pays? Bon, dans les autres villes du pays, comme on le dit, chacun vit avec ses moyens. Sinon, l'initiative est partie des spots publicitaires que j'avais eu où on incriminait la place à Bernardin-Gatti qui était sale. Et qui était vraiment sale. Et qui était vraiment sale, qui m'avait tellement choqué. Bon, étant chef quartier, je dis c'est comme si je n'existais pas. Genre, tout de suite, j'ai réuni toutes ces bonnes femmes et ensemble, on a commencé par initier. C'est elles-mêmes qui ont même demandé que ça se fera tous les quinzaines du mois. Donc, chaque quinzaine, elles passent d'assaut. Et on le fait même avec les moyens, nos moyens de bord, les balais qu'on a. Bon, juste là, nous sommes en train de prendre contact avec quelques structures qui viendront nous appuyer. Et ce Bonquet le disait tantôt, l'entretien des espaces publics, c'est un devoir pour tous. Oui, c'est un devoir. Tout le monde prend ça à bras le cœur. Et ça doit même un devoir quotidien puisque l'environnement concerne tout le monde. Et l'environnement fait partie de notre santé. Nous devons tout faire et mettre propre notre environnement. Ça là, bon, ça ne se négocie pas. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des arrondissements qui vous ont déjà emboîté le pas ou des quartiers qui vous ont emboîté le pas? Oui, il y a des quartiers qui ont commencé par emboîter les pas, mais ça ne prend pas comme il le faut parce que nous sommes limités dans nos moyens. Mais est-ce qu'il s'agit de moyens? Parce que je crois que je viens de chez moi, j'ai fait un nettoyage avant de quitter ma maison, j'ai fait le balayage de la cour. Pareil chez vous. Bien sûr. Mais pourquoi ça ne peut pas être systématique dans la ville? Et on parle de moyens. On doit parler de moyens selon vous? Oui, quand nous parlons de moyens, je vous donne quelques exemples. Bon, la ville avait doté des sociétés de collecte d'ordures. Vous allez voir à des moments donnés, qu'est-ce que nous constatons? Je ne sais pas si ce n'est pas la société même qui demande ce qu'on laisse des ordures au niveau des trottoirs. Au lieu de s'abonner collecte aux sociétés qui doivent venir collecter. Donc, cette population... Non, ces sociétés-là, leurs agents ramassent les ordures et vont déposer ça? Non, c'est la population elle-même qui se déplace et va déposer les ordures sur les parterres, donc sur des trottoirs. C'est inacceptable. Normalement, il vaut mieux demander, on demande à ces autorités de demander de faire des bacs à ordures où la population peut déverser et ces sociétés collecte viennent seulement
tirer ces bacs et remplacer ça par des bacs vides. Cela serait mieux. Au lieu de déposer par terre sur les trottoirs, vous voyez, le vent aidant, ça s'éparpille. Et ce qui rend ces lieux-là un peu insalubres. D'accord. Et systématiquement, selon vous, quel est le rôle de chaque citoyen aujourd'hui? Non, chaque citoyen doit comprendre que, bon, à défaut de poubelles, bon, on peut se prendre des sacs de jute et faire ces trucs et déposer et devant les maisons. Puisqu'il a déjà des sociétés de collecte qui passent et s'abonner. Peut-être c'est le prix qui les dépasse. Bon, on va demander au gouvernement de dire au revoir et amener tout le monde à avoir cette facilité à se connecter à ces sociétés qui viendront ramasser ces ordures. Mais au niveau des espaces publics déjà, est-ce qu'il y a même des poubelles? Il y a des espaces publics sans poubelles? Très bien. Au niveau de la place Bernardin-Ganty, nous n'avons pas de poubelles. Voilà. Nous n'avons pas de poubelles et ça fait réfléchir. Ensemble, nous sommes en train de voir que faire et mettre assez de poubelles au niveau de chaque banc public. Quand ils viennent prendre l'air et tout ça, après avoir mangé ce qu'ils veulent, bon, ils laissent ça là sous les bancs publics, ce qui rend l'endroit un peu insalubre. S'il avait ces poubelles à côté des bancs publics, bon, je pense qu'il serait très facile pour eux de se lever et de mettre cela dans la poubelle. Mais est-ce que ce n'est pas votre rôle à vous? Non, c'est notre rôle. On les sensibilise. À chaque fois que nous passons, nous leur disons, essayez de mettre ça, puisque nous laissons quelques tas là, faites le tas, nous allons passer ramasser. Et ce qui se fait par tous les quinzaines, nous passons, nous les ramassons. L'idéal ne serait-il pas que vous faites une doléance à l'endroit de votre autorité? Oui, votre la doléance est déjà hiérarchie. partie. La hiérarchie est en train... Bon, nous avons déjà écrit. Bon, vous savez que l'administration est un peu lente. Mais depuis que, lorsqu'on prend rien que la place Ganty, Oui. depuis que cette place est érigée là, quand même, jusqu'à ce jour, sans poubelle. Non, non, vraiment, juste à ce jour, sans poubelle, bon, c'est... Que vous avez écrit, vous attendez toujours. Puisque nous dépendons de la mairie. Nous avons écrit vers la mairie et réclamé. Bon, actuellement, je ne sais pas ce qui se passe à la mairie. Si la mairie n'a pas aussi des moyens, la mairie doit aussi écrire vers d'autres endroits pour que nous ayons des poubelles. La mairie le fera, mais ce qui est sûr, les poubelles viendront. Mais en attendant, que faire? En attendant, bon, par 15 heures, nous passons, nous regroupons les ordures et nous appelons la société qui collecte les ordures qui vient ramasser. Mais quotidiennement, déjà, chaque passant doit déjà jouer quel rôle? Et le bouche à oreille, pour vous réduire déjà la tâche à vous? Pour nous réduire la tâche, déjà ces vendeuses aussi en parlent à la clientèle. Essayez de jeter vos ordures un peu là, et dans les quelques poubelles que vous avez devant vous, soit faites le tas par là. Donc, au moment où je vous parle, vous pouvez faire un tour, vous verrez que ce n'est plus à l'état où c'était. Effectivement, on prend par là, on a constaté quand même un changement. Et peut-être d'autres diront que pourquoi ne pas empocher ces sachets déjà utilisés et aller les jeter chez soi? C'est une possibilité. C'est aussi une possibilité, mais vous voyez, il serait difficile à quelqu'un d'empocher ses sachets et de parcourir la ville et de faire ses courses. On ne veut pas se salir soi-même, mais on peut quand même salir allègrement l'environnement. On salir l'environnement, il est plus préférable pour eux de salir l'environnement. Bon, à ce niveau, comme vous le dites, bon, dans d'autres pays, il y a des initiatives qui se prennent, où déjà, même jeter les sachets un peu partout, bon, tu es réprimandé. Voilà. Bon, si on peut en arriver là, ça serait bon. Mais quand on va commencer, ils diront que bon, on est trop dur, tout ça, mais il faut arriver à un jour, bon, on viendra... On doit sévir, il faut sévir pour la propriété. Ça, il le faut. D'accord. Moi, à l'endroit de vos supérieurs hiérarchiques qui continuent toujours d'étudier votre dossier pour la mise à disposition de poubelles au niveau des espaces publics? Bon, je vais parler surtout au ministère du cadre de vie, puisque tout ce qui se passe aujourd'hui, il serait le plus indexé. Nous allons lui demander de nous faire assez de poubelles que nous allons mettre dans nos places publiques. Bon, ils le font, mais c'est peu, on demande encore davantage. Et en dehors de ça, il y a aussi des ONG que nous allons demander qui ont la bonne volonté de rendre la ville de Cotonou propre, de fabriquer assez de poubelles, de mettre cela le long des pavés qu'on sort. C'est pour rendre propre un peu notre ville phare. D'accord. Ben, qui
prend en charge ces équipes d'entretien des espaces publics? C'est vous, chef quartier? Oui, c'est moi. Pour le moment, c'est moi. Normalement, la mairie devait venir en appui, mais actuellement, la mairie a des difficultés. Actuellement, la mairie a des difficultés, puisque en temps, on avait demandé, on nous faisait comprendre que la société qui était en partenariat avec la mairie a eu cessation de service. Ok. Donc, vous utilisez les moyens financiers. Oui, les moyens après, de bord que nous avons le fait. C'est-à-dire les frais d'attestation de résidence, tout ça. Quand on rentre dans ce domaine, beaucoup pensent que nous faisons assez de recettes, non? Non, vous n'en faites pas assez? Nous n'avons pas assez. Quand, je vous donne un exemple. Quand quelqu'un qui vient, qui s'établit une carte d'identité, c'est parti pour 5 ans. Vous voyez? Mais l'attestation de résidence n'est pas uniquement pour la pièce d'identité. Encore que vous ne faites pas que ça. Non, vous voyez, l'attestation de résidence est demandée quand il a besoin de faire quelques papiers administratifs. Et souvent, ce n'est pas souvent demandé. Vous voyez, nous le faisons à un prix dérisoire. Par exemple, moi, les citoyens viennent des fois, je parle d'argent, tout le monde. Et 500 francs, même d'autres te disent que c'est difficile. Ils n'en ont pas, mais ils doivent faire le papier, tu le laisses faire. Donc, l'essentiel ou l'idéal, c'est que ces petits sous, même si ça ne vous suffit pas déjà... Nous mettons la main dans la poche et nous complétons. Parce que quand même, l'environnement, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et bon, je profite aussi pour parler à l'endroit de nos citoyens. Puisque c'est... Eux d'abord. Eux d'abord. Puisque l'environnement, même les places publiques que nous voyons, nous devons les prendre comme notre propre chose. À défaut des poubelles que nous n'avons pas, mais quand nous utilisons, bon, nous mangeons l'arachide, les gousses, tout ça, nous les attachons, il faut les déposer sur un tas d'ordures et non laisser ça sur le banc public. Là, au moins, ça montre que oui, je suis propre chez moi. D'accord. Il ne faut pas balayer seulement sa maison et salir le lieu public. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Ernest Taïwo, chef du quartier à Rouen-les-Corps. Je dirais quand même que c'est un quartier qui fait partie des quartiers un peu propres aujourd'hui de la ville de Cotonou. Merci pour le travail que vous abattez. Merci beaucoup. Il le faut. Ok. Alors, on parlait donc avec vous de l'entretien des espaces publics, la part de responsabilité des citoyens. Ça commence déjà par nous, chers téléspectateurs. Quelques gestes, on finit de manger, il faut avoir le réflexe de ranger ces petits sachets utilisés, de les déposer sur des tas d'ordures, au lieu de les déposer sur les sièges au niveau des espaces publics. Là déjà, c'est un pas. Et puis le reste, les agents d'entretien viendront s'en occuper. Et ce sera tout pour Nature et Bien-être. À présent, nous allons installer notre expert, mesdames et messieurs. Et avec lui, on va parler de l'entrepreneuriat agricole. Vouloir, c'est pouvoir, dit-on. Nous sommes avec notre expert, Meda Aza. Il est entrepreneur agricole. Il est à la fois dans la production végétale et dans la production animale. Monsieur Aza, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, heureuse. Bon, bonsoir, heureuse. Quand même, cessez de... La politesse, oui, mais quand même, on est entre jeunes. C'est plus free, d'accord, je comprends. Voilà, et c'est plus free d'ailleurs. Alors, vous êtes à la fois producteur... végétal et producteur animal, si je peux m'exprimer ainsi. On va donc parler avec vous de l'entrepreneuriat agricole. Vouloir, c'est pouvoir, dites-vous. Oui, vouloir, c'est pouvoir, c'est une phrase qui est connue. C'est une phrase qui est connue. Mais ça veut dire quoi? Quand on l'applique à l'agriculture, il faut éviter de se faire bloquer, de se faire limiter par les obstacles, particulièrement le financement. Je suis d'accord, quand on parle d'agriculture, c'est beaucoup de moyens. Ça, il ne faut pas se le cacher, c'est évident. Mais contrairement à ce qu'on croit d'habitude, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui traîne les sous, qui traîne les capitaux. On reçoit très souvent des producteurs, des entrepreneurs comme vous ici. Et le premier blocage, c'est le financement. On veut. Mais comment pouvons-nous faire si on n'a pas le financement? Et vous dites que c'est le projet qui draine le financement. Comment ça? Je vais dire quelque chose qui va peut-être paraître hérétique au regard de ce qu'on entend habituellement. Je l'ai dit, l'agriculture a besoin de beaucoup de moyens. Voilà.
Mais il faut commencer petitement, par ce dont tu te témoignes. Commence de façon modeste. C'est ça qui crée une dynamique. Et quand les gens voient ce que tu as pu réaliser, avec le peu de moyens que tu as, on peut te prendre au sérieux. Tu n'as rien fait, tu n'as rien commencé. Tu as ton plan d'affaires bien élaboré, business, trésorerie et tout le reste. Et tu vas de banque en banque. Même les banques, quand vous allez là-bas, on dit, bon, elles ne sont même pas prêtes à financer des gens qui n'ont rien commencé. Qu'est-ce que tu as pu faire pour convaincre les gens? C'est ça. C'est ça d'abord. C'est d'abord ça. On ne se laisse pas bloquer par le manque de financement. Beaucoup de jeunes, tu leur dis, oui, c'est le projet, ça m'intéresse, mais c'est le financement. OK. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait toi-même? Vraiment, avec tes projets, qu'est-ce que tu as pu faire? Il ne suffit pas d'avoir l'idée. Non. Non. Éviter de se faire bloquer par les moyens. Qu'est-ce que tu as pu faire de façon modeste, à ta propre échelle là? C'est ça qui crée une dynamique. Il y a le problème de financement. Ensuite, on dit l'agriculture, ah non, mais on ne va pas faire l'agriculture avec la daba, la roue, coupe, comme nos ancêtres. Je suis d'accord. Mais quand est-ce que chaque Béninois qui désire aller à la terre aura un motoculteur? Demain n'est pas la veille. Vraiment pas. Demain n'est pas la veille. Tout à fait. Alors, pour le moment, qu'est-ce que tu as à ta disponibilité? Tu as la daba, tu as la roue. Il faut y aller avec. Oui, d'abord. Parce que c'est quoi? Pour moi, hein, c'est... Elle a dit qu'il ne faut pas viser grand dès le départ. Mais tu n'as pas les moyens, tu vises grand tout de suite. Mais pour moi, c'est des alibis commodes qui nous permettent de nous... Qui nous limitent? Non, de nous dérober au fil acéré de l'action. OK. Financement, la non-mécanisation, ça me donne bonne conscience. Ah non, j'ai pas les moyens. Et donc, ça nous empêche d'agir. Dites-moi, vous, une nièce vient voir un matin avec un plan d'affaires sous les selles, dit voilà, tanti, je vais faire agriculture, je cherche le financement. Vous n'avez rien vu faire, il n'a rien fait, vous n'avez jamais vu faire quelque chose. Vous êtes prêt à Comment pouvez-vous l'accompagner? Et c'est ce qui explique, je dirais d'ailleurs, cette réticence des banques. Parce que tu n'as fait aucune preuve, tu n'as fait aucune preuve. On ne te croira pas, mais si avec le peu de moyens dont tu as disposé, tes ressources et tout ça, tu as pu commencer quelque chose avec tes arrosoirs, avec la daba, le coup. Ce que je dis, c'est peut-être hérétique, on va dire, mais c'est ça la réalité. Les banques de finances, jamais des gens, enfin, nous, ceux qui démarrent, non. Qu'est-ce que tu as commencé à faire? C'est ça qui te crédibilise. Déjà, avec le peu de moyens que tu as, car qu'on le veuille ou pas, tu disposes de quelque chose. Tu peux ah non, si avec le peu de moyens il a fait ça, quand il aura plus, il fera plus. C'est ça. D'accord. Mais aujourd'hui, on parle d'agriculture, d'entrepreneuriat, tout le monde veut entreprendre. On parle de financement, vous dites qu'il faut commencer quelque part d'abord. Mais si on sait qu'il y a de ces jeunes-là qui n'ont pas le financement, qui ont l'idée, mais qui ne savent pas comment concrétiser, que pouvez-vous dire à ceux-là? Ils ont l'idée, est-ce qu'ils ont la formation requise? Il faut ça également. Oui. Ce n'est pas parce qu'on a échoué au dernier concours organisé par l'État qu'il faut aller à l'agriculture. Appelons un chat un chat. C'est un métier. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi ailleurs que tu dois venir là, non. Voilà. Il faut aimer le métier de la terre, le métier de production, de transformation, de vendeur. Et aimer aussi ceux pour qui on produit. C'est ça. Il a la formation. Sur la formation, je reviens à ce qu'il disait au départ. Qu'est-ce qu'il a commencé avec ses propres moyens? On n'avance pas là. Vous voyez, tu as fini la formation, ok, d'accord. Tu as certainement des parents. On dira, bon, on n'a pas de domaine, ok, d'accord, mais tu peux aller louer. C'est possible, ça. Le financement revient là. 1 hectare, c'est combien? Dans nous. C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Oui, parce que, en fait, je ne suis pas contre votre idée, mais très souvent, quand on reçoit les gens qui tiennent les propos comme les vôtres, on nous voit, après on dit, mais vous recevez les gens comme s'ils ne vivent pas nos réalités, qui ne savent pas de quoi nous souffrons. Oui, dites-moi, dans la zone sud ici, je sais qu'un hectare, c'est pas autour de 100 000 francs, vous pouvez louer un hectare. Oui, je n'exagère pas. Vous voulez dire que si vous êtes, tant que vous avez la volonté d'y aller et mobiliser 100 000 francs, peut-être sur 1 an ou 2, vous ne pouvez vraiment pas. Les crédits que vous mettez dans vos portables là. Oui, c'est de ça qu'il s'agit au fond. Voilà ce que vous faites là. C'est vrai.
appelons pas le nom, c'est comme ça. Encore que vous utilisez au hasard de telle manière que vous payez même des tasses. C'est de ton destin qu'il s'agit. C'est ça. Et en la matière, rien ne peut t'arrêter, rien. Rien. Tu es prêt à tout affronter. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a également l'autre possibilité. Oui. On parle d'agriculture intégrée. Oui. Est-ce que cela peut également aider ces jeunes entrepreneurs, ces entrepreneurs-là? Pour ce que moi j'ai vu, souvent, je vois, ou je suis maraîcher, je suis producteur des œufs de table ici. C'est bon. Mais une production intégrée, c'est toujours mieux. Parce qu'elle a l'avantage de réduire les coûts de production. Et comment? Les déchets d'un secteur deviennent intrants dans un autre. J'illustre ce que je dis. Vous faites les œufs de table. Oui. Vous avez les déjections des poules qui constituent des déchets pour ce secteur-là. On n'a rien à faire avec les fientes en élevage. Mais ces déchets peuvent être utilisés comme fertilisants dans le maraîchage. Donc, je ne vous arrête pas, mais est-ce à dire que celui qui fait uniquement de la production végétale, c'est une perte pour lui? Parce qu'il sort beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Un camion de fientes de poules dans la zone de Ouidah vous coûte pas moins de 110 000. Mais si tu avais une production peut-être à une échelle peut-être plus réduite, les fientes dont tu ne vas pas se servir, enfin, qui ne sont pas utiles en élevage, peuvent te servir au maraîchage. Tu ne peux pas faire le maraîchage et être sorti tout le temps. La production intégrée te permet de domestiquer l'argent. Ok. Tu sors moins de sous en termes de fertilisants, en termes de pesticides et tout. Voilà. Donc, je suis maraîcher, je ne fais que le maraîchage, ok, d'accord. Mais tu sors beaucoup d'argent pour acheter les intrants. Donc, pensons un peu à ça. À ça. Oui. C'est certainement la raison pour laquelle vous êtes à la fois, vous faites les deux. Oui, c'est vrai que ce n'est pas simple, je le reconnais. Mais quand tu sais les avantages que tu y tires, tu dis, mais écoute, allons-y. Ce n'est pas simple, mais quelles sont les difficultés, les blocages que ces jeunes-là peuvent rencontrer s'ils décident aujourd'hui d'associer encore un autre domaine à ce qu'ils font déjà? Il s'agit de beaucoup travailler. De beaucoup travailler. L'agriculture, elle est exigeante. Elle ne s'accompagne pas de bricolage, non. Vous bricolez, vous payez cash. C'est comme en sport. Vous trichez, ça vous rattrape. L'actualité nous donne une chose. Voilà. On ne va pas revenir sur ça. Oui, c'est ça. Donc, il faut beaucoup travailler. Beaucoup travailler. Ensuite, la formation. La formation de la tête, des mains et du cœur. C'est-à-dire? Le savoir, ça fait la tête. Le savoir-faire, l'habileté, la main. Le savoir-être, les valeurs. Le courage, la persévérance, la détermination, la patience. La patience. Pourquoi vous insistez là-dessus? Oui, parce que l'agriculture, c'est le domaine où les structures sont mises en place année par année, anneau par anneau, un pas, un autre pas, encore un autre pas. C'est comme ça. Ce n'est pas comme d'autres secteurs d'activité dont je taire le nom ici, où vous venez en même temps, vous vous ramenez beaucoup de choses. C'est pas comme ça. Vous voulez parler des marchés publics? Non, suivez mon regard. C'est comme ça. Il faut beaucoup de patience. Je parle de courage. Pourquoi? Parce que vous aurez à affronter des forces de stérilité et d'immobilisme. Ces forces peuvent être d'ordre humain, phonique, parasitaire, climatique. Je donne un exemple phonique, par exemple. Vous produisez, je suis dedans là actuellement, vous vous installez sur un domaine, vous démarrez, vous vous rendez compte après que la zone est infestée de bois. Enfin, bois, non, c'est le python de Séba. Ceux qui font les herpétologues disent on n'a pas de bois, plutôt des pythons de Séba. Le rond là, rond. Vous vous rendez compte que c'est infesté de bois. Vous faites quoi? Vous allez partir? Non, vous allez gérer. D'où le courage. Vous finissez de produire et les singes dans la zone sont rabattus sur votre pastèque. Je ne raconte pas des choses, ce que je vis ça actuellement. Les singes se sont rabattus sur vos pastèques et viennent manger matin, midi, soir là. Vous allez partir, il faut serrer. D'où le courage.
Voilà, après, quoi, je parle aussi de... Moi qui vous parle, j'ai déjà fait une expérience catastrophique. J'ai monté une phase pilote, la phase pilote d'un projet comme ça, intégré, genre, toute proportion gardée, un peu, genre, ministre Songaï. Le Casmer est passé à tout raser. À tout raser. Ça ne m'a pas laissé pied sur pied. Il n'y a plus rien. Vous n'avez pas vu cet aspect-là avant de vous installer sur ce domaine-là? Non, ce qui est sûr, c'est sur une demi-parcelle. Ok. J'ai fait du poisson, le lapin, le maraîchage, le fumage, voilà. On est venu, le Casmer est venu à tout raser. Mais il faut retrouver les ressources, pas forcément financières, mais intérieures. Déjà. Pour se relancer. Donc finalement, l'entrepreneuriat agricole, c'est bon, mais ce n'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas parce qu'on a échoué ailleurs qu'il faut venir là. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment. Donc finalement, vouloir, c'est pouvoir. Et non, parce que quelque part, on nous dit vouloir, puis pouvoir. Ou vouloir, c'est pouvoir. Oui, vouloir, ça suppose que tu as suffisamment de ressources intérieures, tu peux dire psychologiques. Parce que c'est toi, d'abord, le premier capital, c'est toi. C'est toi. Et on pense d'abord à l'argent, mais non. C'est d'abord tes ressources intérieures, ta capacité à résister, à tenir debout, le courage, à rester là malgré tout, puisque vous allez affronter des trucs. J'ai dit de quoi? J'ai parlé des forces de stérilité. Oui, l'homme, vous allez affronter la jalousie, la méchanceté, là où vous êtes. Mais il faut rester debout. Debout. Donc, ce n'est pas que j'ai un projet, on me donne l'argent et puis voilà. Non, c'est faux. C'est trop. Par exemple, laquelle les premiers FNPES ou FN si ce n'était que l'argent, non. Si ce n'était que l'argent qui était le problème, pourquoi le FNPES a connu, il a connu. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans tabou. Donc finalement, vous pouvez avoir le financement et échouer. Et comment? Et comment? Parce que, en fait, l'autre problème, l'autre écueil qu'il faut éviter avec la disponibilité totale de l'argent, c'est quoi? Ça crée parfois, et peut-être les gens ne sont pas d'accord avec moi, des besoins artificiels à satisfaire tout de suite. D'accord. Quand l'argent est disponible tout le temps là, ça crée des besoins artificiels à satisfaire tout de suite. Et l'autre écueil aussi, c'est quoi? Ça annule toute possibilité de créativité. Puisque vous voulez de l'argent, bon voilà. Vous avez l'argent, vous n'avez plus la volonté de créer. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Vos discours ne savent pas tout, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et le financement ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Non. Il faut parfois faire face à des difficultés pour avoir l'idée. C'est ça, la formation surtout, suite aux difficultés. Merci à vous, Meda Azar. Vous êtes entrepreneur agricole, vous faites de la production intégrée, de l'agriculture intégrée, vu tous les avantages voilà, de la chose, malgré les difficultés. On parlait donc avec vous de l'entrepreneuriat agricole. Vouloir, c'est pouvoir. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Espère. Monsieur Azar, bonne soirée à vous. Merci. On va se retrouver. Plaise au ciel. N'est-ce pas? Vous êtes à notre disposition. Quand on veut, on vous invite. C'est promis. Pour les téléspectateurs. C'est promis. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va. Merci pour le sourire qui est revenu. Monsieur Azar, c'est naturel, on va essayer de conserver cela. Bon, voilà, c'est bon. Merci. Merci à vous. Allez. Alors, c'est définitivement terminé pour Espère, mesdames et messieurs. Monsieur Azar, restez avec moi. On va lancer toute une autre rubrique avant de vous laisser partir. Soyez pas pressés de nous quitter. Alors, on va tout de suite suivre l'actualité sur la toile. ActuWeb tout de suite. Bonsoir amis téléspectateurs du Grand Rendez-vous et bienvenue à l'actualité web. Un inventeur béninois réinvente le cuisseur. Grâce à Jalis AMTP, les ménages du monde entier devraient bientôt découvrir une nouvelle variété de four baptisée Streamways. Cet appareil va utiliser la vapeur d'eau pour cuire ou réchauffer les aliments. Selon le concepteur, le cuisseur est muni d'une plaque chauffante. Il permet de bouillir l'eau dont la vapeur est ensuite transmise à la nourriture par une passoire. Il est également muni d'un panneau numérique qui contrôle son fonctionnement.
Selon le site Benetou Info, dans les pays en développement, en particulier dans les zones rurales, 2,5 milliards de personnes recourent à la biomasse. Le site confirme que l'invention a pour ambition de contribuer à réduire l'utilisation de biomasse dans le bouquet d'énergie des plus pauvres. Il contribue également à protéger l'environnement. Dialis Ametepe est un Béninois de 29 ans. Il est informaticien à la base. Autre information à présent, augmentation de 5 francs CFA sur le prix du coton graine. C'est le site Benetou Info qui nous l'apprend. Le prix du kilogramme du coton graine au titre de cette campagne cotonnière a connu une hausse de 5 francs CFA. Il passe à 265 francs le kilogramme pour le premier choix et à 215 francs pour le deuxième choix. Par ailleurs, le gouvernement a opté pour le maintien des prix des intrants, soit donc 12 000 francs CFA le prix du sac de 50 kg d'engrais. Rappelons aussi que la production cotonnière du Bénin de 2017 à 2018 a déjà franchi la barre de 550 000 tonnes au mois d'avril 2018. C'est une information de l'AIC, Association interprofessionnelle du coton. C'est un communiqué du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, affirme le site Benetou Info. Dernière information pour boucler cette actualité web, faible engouement des investisseurs pour les obligations du Trésor du Bénin. C'est une information relayée par le site Benetou Info. Les investisseurs du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA ont montré un faible engouement pour les obligations émises par le Bénin. L'État béninois a fait une proposition de 20 milliards. Seulement 9 638 millions ont été proposés par les investisseurs, un montant nettement inférieur aux besoins. Le taux de couverture du montant mis en adjudication se situe à 42,19%. L'émetteur a retenu ce montant total des soumissions des investisseurs, soit un prix moyen pondéré de 9,578 milliards et un prix marginal de 9,505 milliards. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 6% l'an dès la première année. Fin de cette actualité web. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. BB24. BB24, télévision Tigan. BB24, Adjama Tionwe. BB24, le développement est notre affaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24, tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller. Alors, mesdames et messieurs, il est 19h45. Nous allons retourner l'antenne à la rédaction pour suivre le journal présenté par Ulvaeus Balogun.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du soir. Voici le sommaire. Il a pour objet essentiel la formation des cadres de la statistique, l'organisation des études et des recherches statistiques, la statistique et la planification des filières d'avenir. De nombreux cas de dépression existent aujourd'hui dans les centres psychiatriques. Quelle en est la cause? On en parle. Et enfin, transformer les chambres à air abîmées en chaussures, cordes et autres articles est désormais possible à Cotonou. Une équipe de BB24 s'est rapprochée de ceux qui s'adonnent à cette activité. La statistique et la planification des filières d'avenir au Bénin. Et pourtant, un déficit criard se présente aujourd'hui dans ces domaines et requiert une main-d'œuvre. Statistique et planification, état des lieux, enjeux et perspectives. C'est un reportage signé Jules Akoikou et Herman Amégan. Le Bénin dispose d'un plan national de développement à l'horizon 2025. En 2025 donc, le Bénin se veut un pays phare, bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. Une projection qui ne peut se faire sans la statistique et la planification. Mais visiblement, le tableau que présentent ces deux outils de développement est bien sombre. On parle de la décentralisation, mais la décentralisation fait quoi avec? Si les activités ne sont pas organisées, si les activités ne sont pas planifiées, si les changements à court terme et à long terme ne sont pas donnés. Nous n'avons pas de données au niveau local. Les données que nous avons, les indicateurs, le PIB national. On n'a pas de PIB régional, on n'a pas de PNB, des revenus nationaux, régionaux. On n'en a pas. On n'a pas de indicateurs au niveau local. Beaucoup de choses restent encore à faire. Des choses restent à faire. Et les statisticiens et planificateurs ont un rôle important à y jouer. Seule la formation s'impose. Le principal défi auquel nous sommes confrontés, c'est de pouvoir avoir des services statistiques qui fonctionnent, avec bien entendu des personnes capables et compétentes de faire tourner ces services-là. Et pour cela, les jeunes qui sont formés, bien entendu, pensent que c'est une formation qu'il faut recevoir, mais dans la pratique, elles sont absentes. Deuxième chose dont on doit parler, c'est d'avoir des bases de données. Ces bases de données sont absentes. Certains ont, semble-t-il, déjà perçu l'opportunité qu'offrent ces filières de formation et ont déjà leurs yeux rivés sur l'avenir. Et nous, en tant que statisticiens, nous devons faire de notre mieux pour suivre une formation et à travers ces formations, nous allons dans l'emploi dans quelques années à venir, donner nos compétences dans le monde de l'emploi pour servir le Bénin qui souffre particulièrement de plusieurs décisions dont nous entendons parler aujourd'hui un peu partout sur les médias. Les tares et manquements observés aujourd'hui pourront ainsi progressivement se corriger et céder place à un Bénin gouverné sur la base de statistiques fiables et actualisées en temps réel. Les problèmes de santé mentale en milieu de travail deviennent inquiétants. Qu'est-ce qui peut expliquer ce fort taux de souffrance mentale enregistré sur les lieux de travail, notamment au sein des administrations? Nous nous sommes intéressés à la question et à ses impacts sur le développement de l'entreprise. Igor Ayoso, heureuse d'annoncer. Mais dis donc, je t'ai donné des instructions que tu n'as pas respectées. Là, il y a des problèmes qui surgissent. Il est frustré. Parce que là, c'est l'employeur qui est en faute, mais il rejette le tort sur l'employé. La souffrance mentale s'installe en milieu de travail. Les valeurs sociales et identitaires, l'estime de soi qu'apporte le travail à l'homme tendent à disparaître pour laisser place à des problèmes de santé mentale. Qu'est-ce qu'on constate généralement? C'est que l'employeur se met encore à brutaliser le collaborateur. On le fait travailler au-delà des heures, alors qu'il n'est pas payé pour ça. L'administration, vous rentrez, vous venez au boulot à 8h. Et à 12h30, vous vous reposez. À 15h, vous reprenez. À 18h, vous rentrez. Oh, la télévision ne fonctionne pas comme ça.
c'est 24 heures sur 24, il n'y a pas de repos. C'est tout ça qui fait que, voilà, il y a le stress qui s'installe, il y a l'anxiété qui s'installe et progressivement on va vers la dépression. Le stress, la tension, trop de travail tue le mental du travailleur. Vous êtes stressé dans l'intention d'avoir une bonne image, dans l'intention de revenir à la maison, de revenir à la base avec les éléments qu'il faut. Le stress, vous êtes stressé et les nerfs sont sollicités jusqu'à un niveau donné où vraiment c'est difficile, vous êtes abattu. Lorsque vous n'avez pas une très bonne collaboration avec une très bonne entente avec vos collaborateurs, c'est qu'ils n'auront pas du plaisir à travailler. En fait, ils viennent pour faire le présentiel. C'est l'ambiance qui frustre le plus, qui donne plus de frustration. Face à la récurrence des plaintes, la souffrance mentale au travail est aujourd'hui un problème de santé publique. D'où la nécessité pour les responsables de s'occuper du personnel, tout en mettant les moyens adéquats sur le plan médical à la disposition du personnel afin de leur permettre de pouvoir vraiment être à la hauteur, c'est-à-dire avoir la bonne santé pour pouvoir vaquer au travail. Il faut beaucoup plus de vigilance autour de nous avec les collaborateurs. Et il faut beaucoup plus de précision dans les recommandations, dans les ordres à donner et pour permettre aussi aux collaborateurs de savoir quoi réellement faire. Respecter aussi son intimité. Voilà encore un autre aspect. Lorsque vous surchargez beaucoup vos collaborateurs, ne vous attendez pas à avoir le rendement escompté. Le burn-out, le bore-out sont aujourd'hui considérés sous nos cieux comme de nouvelles maladies psychiques qui inquiètent plus d'un. Si vous ne faites pas attention, vous ne prenez pas garde à votre organisme, à vous personnellement, vous n'êtes pas sûr de faire les 30 ans. Dans le but de combler le vide que crée le chômage, plusieurs jeunes s'évertuent à transformer les chambres à air abîmées en divers articles tels que des seaux et même des chaussures. Mais si l'initiative n'est pas sans inconvénient, mais si l'initiative est louable, elle n'est pas sans inconvénient sur l'environnement. Mathieu Sokenou et Elonia d'Almeida. Abîmées, mais pas tout à fait hors d'usage. À Cotonou, les chambres à air d'occasion font le bonheur de certains. C'est le cas de Soumanou, originaire du Niger, établi dans le quartier de Zongo. On a resté ici plus de 20 ans, mais moi je suis venu ici en 2007. J'ai trouvé mes frères là qui sont en train de faire ce métier-là et j'ai appris avec eux. Avec l'aide de ses employés, ce commerçant s'évertue, à défaut de les réparer, à transformer ces vieux tubes en caoutchouc importés d'Europe afin de leur donner une seconde vie. Ces cordes là, si tu attaches les matelas avec, tu n'as pas de problème sur la voie. Des seaux de puits, des chaussures ou encore de longues ficelles d'attache pour bagages. Cette technique de récupération fait vivre chaque jour les acteurs de ce commerce à l'instar de Manirou, qui s'est développé un véritable savoir-faire artisanal dans la confection de ces objets. J'utilise les chambres à air des camions et des petites camionnettes pour fabriquer ça. Et ça là en France c'est des ordures. On amène ça, mais si c'est amené ici dans ces pays, les pays côtiers là, on a quelque chose à faire avec. Et pour comprendre le fonctionnement de ce marché, il faut se rendre à la source auprès des fournisseurs. C'est à Akpakwa, de l'autre côté de la ville, que les importateurs de la filière pneumatique ont depuis de nombreuses années fait de la vente de chambres à air un commerce lucratif. Les chambres à air viennent au Bénin par le biais des pneus que nous achetons en Europe. Et donc ces chambres à air sont imbriquées dans les pneus. Ces chambres à air servent de complément de revenus pour les vendeurs de pneus. En général, en Suisse, les chambres à air ne devraient pas être vendues. Donc les chambres à air sont données. C'est en France, on les vend au kilo. Le kilo, ça dépend. Ça peut se vendre à, je sais pas, 25 € ou 50 € le kilo. Des importateurs aux artisans, la filière des chambres à air recyclées est pourvoyeuse d'emplois verts et participe de manière active à la préservation de l'environnement. Mais pour certains, le système mérite néanmoins d'être repensé. Les conteneurs qu'on ramène de l'Europe pour l'Afrique et tout ça, c'est bien dans un premier temps où
ça crée de l'emploi. Parce qu'on peut travailler cette filière pour avoir des débouchés. Mais tout ce qui vient de l'Europe n'est pas exploitable. Quelles seraient alors les décharges finales pour ces parties des déchets qui ne seront pas exploitables? Là se situe le grand défi. La filière des chambres à air recyclées se veut être un business gagnant-gagnant, à la fois pour les pays d'Europe et pour le Bénin. Toutefois, minimiser les dommages collatéraux que peuvent engendrer le commerce d'objets non biodégradables, tels que les chambres à air, demeure le grand défi du Bénin, voire de l'Afrique entière. En information brève à présent, au Burkina Faso, la compagnie minière Semafo a annoncé cette semaine l'entrée en phase de production commerciale de sa mine Bangou. Cela est intervenu le 1er septembre dernier lorsque les opérations ont atteint 30 jours consécutifs de traitement à plus de 75% de la capacité nominale de l'usine. Durant la période de 30 jours, l'usine a traité plus de 90 000 tonnes de minerais à une teneur moyenne de 2,4 grammes par tonne d'or et à un taux de récupération de 83%. Cependant, au fur et à mesure de l'optimisation de l'opération du minerai à sa plus haute teneur, un taux de récupération de plus de 93% a été atteint à la fin de la période. La mine Bangou a produit son premier lingot d'or fin juin dernier. La phase de production commerciale désormais atteinte, elle devrait livrer en 2018 entre 60 000 et 70 000 onces d'or. L'économie sud-africaine regresse, plonge dans la récession technique. Selon des données publiées par l'Agence sud-africaine de la statistique, le PIB du pays le plus industrialisé du continent s'est contracté de 0,7% au deuxième trimestre 2018 après avoir déjà dégringolé de 2,6% au premier trimestre. L'Agence sud-africaine de la statistique a précisé que cette contraction du PIB au deuxième trimestre découle d'un repli des secteurs de l'agriculture et des transports. La production agricole a également chuté de 29,2%, tandis que le secteur des transports a reculé de 4,9%. La production minière a cependant progressé de 4,9%, tandis que le secteur financier a enregistré une croissance de 1,9%. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. C'est la fin de la semaine. Un week-end très mouvementé s'annonce de votre côté, je suis très sûre. Un week-end pas aussi mouvementé parce que je suis encore à l'édition demain pour le journal, pour tout le week-end. Donc mon week-end sera un peu au travail. Ah ouais, ça c'est même bien. Connaissant l'homme, je dis c'est mieux de le caser comme ça. Merci à vous, heureuse d'Aloni. Bonne fin de semaine à vous et bonne fin de soirée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour le journal, le 1945. Il ne nous reste pas grand-chose, plus grand-chose à mettre sous la dent ici sur le grand rendez-vous. On va tout simplement poursuivre avec notre rubrique Horizon Culture. Horizon Culture reçoit ce jour Franck Béanzin. Il est acteur culturel pour parler, pour aborder un sujet qui n'est pas moins important. On parle des classes culturelles. Faut-il sélectionner ou généraliser? On suit ce reportage réalisé par Yasmine Damanta sur les activités culturelles dans les écoles. Bon, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Cela permettra aux enfants, aux écoliers, aux apprenants de mieux se connaître eux-mêmes. Que ce ne soit pas comme on le fait, on avale des formules en classe sans aller au laboratoire, non. Que chaque cours dans cette matière ait ces matériels possibles pour que les enfants puissent voir et toucher aussi de doigt ce qu'ils sont en train d'apprendre. Lancez vos regards dans la population béninoise, vous allez voir, à peine nos jeunes filles d'aujourd'hui arrivent à bien nouer le pagne. Elles n'arrivent pas. Tantôt, vous les voyez dans les collants, tantôt, c'est les jeans qu'elles portent du moins. Vous voyez ça? Ça n'honore pas notre pays. Si on peut faire en sorte que ces cours qui vont démarrer d'ici là peuvent être donnés
de façon honnête pour que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs puissent quand même s'approprier, ça fera un de plus pour notre nation. Moi, je suis Sahwe. Si je prends par exemple, quand on dit par exemple 200 dans ma langue maternelle, moi je ne maîtrise pas du tout. Maintenant, je remercie très sincèrement le gouvernement pour cette initiative qu'il veut prendre dès la rentrée prochaine pour nous amener à comprendre plus nos langues culturelles. Ça, je suis vraiment d'avis. Pour ma part, c'est que je sais que ça va faire en sorte que la promotion, ça va faire beaucoup plus la promotion des talents que nous avons. Parce que vous savez, lorsque le talent est caché à tout et chacun de nous. Et ce talent mérite d'être détecté et orienté. Donc, je peux dire que, grosso modo, le gouvernement est dans une logique de redynamisation culturelle dans notre pays. Voilà, on a eu l'avis d'un certain nombre de citoyens sur le sujet. Pour beaucoup, c'est une bonne initiative. Mais est-ce qu'on doit généraliser ou il faut sélectionner? Il faut quand même dire que c'est une initiative, cette création dans les communes de classe culturelle. C'est une initiative du gouvernement actuel, je peux m'exprimer ainsi. Peut-être que l'invité me dira le contraire. Mais des encadreurs seront envoyés, déployés dans les écoles pour former les enfants dans le chant, la danse, la musique, le théâtre et je crois bien d'autres disciplines. Monsieur Franck Benzin, acteur culturel, président, il faut dire précisément, président de Conda Théâtre. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez suivi l'avis de quelques citoyens sur cette initiative. Peut-on dire que c'est une initiative du gouvernement actuel, comme je le disais? Il faut d'abord dire que la culture dans les écoles se faisait par des associations, des organisations. Et au Bénin, nous avons eu Calitas, qui fait du théâtre scolaire, et qui a envoyé à un moment donné des médiateurs dans des écoles pour apprendre aux enfants des choses culturelles, à faire des créations avec les enfants et tout. Il y a un festival. Il faut dire également qu'il y a d'autres festivals scolaires, Festec, Fitelicorp, qui faisaient le travail. De 90 à aujourd'hui, on peut dire que c'est une nouveauté du gouvernement actuel. D'accord. Sinon, la culture dans les écoles, c'était avant 90 et c'était les coopératives où nous avons eu plusieurs artistes de renommée aujourd'hui qui ont pris part là. Et quand je prends Calitas, par exemple, sur la scène de théâtre, il y a plus de 90% des comédiens qui sont passés par là. Donc, c'est une initiative qui fait détecter les talents. Qui fait détecter les talents, qui oriente et qui donne également de potentiels consommateurs de produits culturels. D'accord. Parce que si vous faites l'œuvre, il faudra des consommateurs pour que ça puisse circuler. Il faut dire que ce projet que le gouvernement a initié pour relancer la culture au Bénin est un très bon projet. En ce sens que la culture dans les écoles permettra d'atteindre plusieurs finalités, d'atteindre plusieurs objectifs. Ça permet à la construction de l'homme lui-même. Parce que, vous voyez, si je prends les comédiens, ils auront, au-delà de la secrétaire particulière qu'ils ont à aborder en classe, mais ils auront abordé des auteurs classiques. Ça leur permet de vivre l'action, ça permet le niveau de langue aussi est amélioré et tout. Là, on est dans le théâtre. On est dans le théâtre. Quand je prends la danse, par exemple, on va apprendre aux enfants ce qui est de leur patrimoine et ça leur donne quand même des éléments sur la culture. Il ne faut pas être étranger chez soi. Et le premier élément de développement, c'est d'abord, pour moi, la culture. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu es, tu ne pourras pas savoir avec quels moyens tu iras à une destination, une meilleure destination. Et donc, les classes culturelles est un très bon projet. Déjà que l'État a décidé de prendre la chose vers la base. Dès la base, ça nous permettra, comme je le dis, d'avoir des artistes, de détester des talents, de les envoyer en formation après. Le petit exemple que je vais donner, c'est que quand tu as fait la culture au collège, même si tu n'es plus devenu un professionnel, le jour où on va t'inviter pour aller suivre un spectacle,
tu auras plus envie d'aller au théâtre, d'aller suivre un spectacle. Et tu pourras comprendre. Et quand on dit culture dans les écoles, ce n'est pas seulement la danse et le théâtre. Il y a aussi les arts plastiques. Il y a aussi le dessin qui peut, quand tu fais les dessins au collège, tu vas voir que quand tu deviens grand, dans tout ce que tu vas faire, tu pourras aménager, bien disposer les choses. Donc ça développe l'intellect, ça développe l'instinct, ça permet à l'enfant de travailler son réflexe. Et donc, pour moi, c'est un très bon projet. Maintenant, il faudrait que nous ayons des objectifs précis et qu'il faut travailler avec des professionnels. Déjà, il faut dire que le gouvernement a sorti une liste des encadreurs. Donc, ils ont été sélectionnés forcément sur la base de leurs Votre avis compétences. déjà sur la stratégie adoptée, cette liste-là déjà sortie, les compétences de ces encadreurs dans la liste, je vois des collègues artistes qui sont dedans. Ça rassure. Ça dit qu'ils pourront faire un bon travail. Mais l'autre chose, l'intervention dans une école suit une méthodologie donnée, suit une pédagogie. Et donc, il faudrait qu'on les encadre à la pédagogie, à la méthodologie d'intervention dans des écoles. Ce n'est pas de simple répétition. Ce n'est pas de simple répétition, justement. Et donc, si on ne leur donne pas ces outils, ils pourront aller dans les écoles et sans que l'objectif visé ne soit atteint. Tout à fait. Et de l'autre côté, il faut également dire que quelle finalité nous voulons, quel résultat nous voulons. Et pour ça, il faudra évaluer. Il ne faut pas que les élèves considèrent les classes culturelles comme des heures de distraction. Comme le disait un intervenant. C'est ça. Ce n'est pas des heures de distraction. Il ne faut pas que le parent ait le doute suivant, bon, mon enfant va s'amuser pour des classes culturelles. Non, ce n'est pas ça. Mais quand on sait la méthodologie ou la stratégie d'intervention dans les écoles, quand ce n'est pas évalué, l'enfant prendra ça à la légère. Et le résultat, le but visé ne serait pas atteint. Donc, il faut trouver un mécanisme pour évaluer. Maintenant, l'autre chose, c'est comme on dit, on n'allume pas une bougie et on l'enferme. Donc, quand on met une lumière quelque part, il faut permettre à cette lumière d'éclairer. Et donc, quand vous faites de la production artistique dans les écoles, il faut l'espace d'expression. C'est pour ça que le programme doit pouvoir travailler de concert avec les festivals scolaires qui résistent pour permettre à chaque encadreur d'avoir des compétitions. Donc, c'est-à-dire, si je prends le cas de la danse ou du théâtre, à la fin du semestre, à la fin de l'année, nous devons pouvoir évaluer les encadreurs même sur la production qu'ils ont donnée. Cette production, pour être donnée ou jouée dans l'école lors des journées culturelles, ça va d'abord être évalué. Il faut trouver un mécanisme pour évaluer, pour donner une note. Il faut permettre à ce que la production des écoles passe en priorité au cours des journées culturelles. Et il faut permettre qu'il y ait une compétition culturelle dans la commune, dans le département et au plan national. De telle sorte qu'on pourra évaluer la production même des encadreurs. Si nous sommes 4 dans une commune et on fait une compétition communale sur l'art en milieu scolaire, on va voir la meilleure production. Et quand on quitte là, on ira au niveau du département et on va faire un festival national des arts en milieu scolaire. Tant que ce n'est pas ça, vous allez faire la production dans l'école et ça ne servira à rien. Mais donc, on se demande aujourd'hui... Non, permettez-moi, et pour atteindre cet objectif, il ne faut pas que le gouvernement ou le ministre décide de dire nous allons organiser nous-mêmes notre festival. Parce qu'il y a déjà des organisations sur le terrain qui font des festivals en milieu scolaire. Tout à fait. Il faudra travailler avec ceux-là qui ont déjà l'expertise pour qu'ils puissent recevoir les spectacles issus de ces écoles. Et là, on pourrait avoir un truc de qualité. Certainement qu'il y aura un appel qui sera lancé pour peut-être l'organisation de ces festivals-là. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Voilà. Et il faudrait également qu'il y ait une franche collaboration entre les organisateurs de ces festivals
et le ministère chargé de la culture. Mais aujourd'hui, où est-ce que le projet en est? Est-ce que ce sera juste une phase pilote ou ça va être généralisé en même temps? Si on généralise le projet dans tous les collèges, on ne va pas voir la pertinence. Là maintenant, il faudrait le faire à une échelle réduite pour pouvoir l'évaluer réellement. Et nous n'allons pas dire qu'à la date d'aujourd'hui, les classes culturelles vont couvrir tout ce qu'il y a comme collège au Bénin. On pourra le faire, mais on ne pourrait pas évaluer cela de façon pertinente. Il faut aller étape par étape. Normalement, au bout de l'année prochaine, on doit pouvoir faire une assise avec les inspecteurs de l'enseignement, les directeurs de collège et les encadreurs et les responsables. Et là, j'en viendrai aussi à la stratification de ceux qui vont. Pour dire l'intervention dans le collège, qu'est-ce que ça a, quelle est la plus-value? Là, déjà, la première évaluation, ce n'est pas les autorités du collège, les directeurs, les censeurs et autres. Comment ça s'est déroulé? C'est à eux de dire, donner un premier avis. Après, les inspecteurs, est-ce que ça, les classes culturelles dans les écoles, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'on a constaté que ça a été des moments de distraction, les enfants n'ont pas capitalisé? Est-ce que ça a un impact sur les résultats? Parce que si nous disons que ça va travailler l'intellect de l'élève et que les classes culturelles viennent baisser sa performance, là, nous sommes passés à côté de l'objectif visé. Et pour les mécanismes de contrôle, il faut que, c'est vrai, il y a des encadreurs, des formateurs, mais il faudrait également, au niveau où on a peut-être des superviseurs, pour voir ce que les encadreurs font. De temps à autre. De temps à autre. Parce que vous pouvez aller dans l'école, bien que vous soyez artiste et tout, mais la création que vous faites, ça ne suit pas les normes et tout. Parce que dans l'art, nous avons également... Mais ils ont été formés. Ils ont été formés, voilà. Oui. C'est-à-dire que si vous prenez le paramètre, vous avez dit que quand les enseignants sont formés, ils n'ont plus besoin de conseillers pédagogiques, ils n'ont plus besoin d'inspecteurs ou ils n'ont plus besoin de directeurs départementaux. Donc, il faut... Si je comprends, aujourd'hui, vous souhaitez que ce programme-là ne soit pas général, systématiquement, mais qu'on commence par une expérimentation. Justement, et qu'on évalue. Parce que ce que nous ne faisons pas, nous ne faisons pas de suivi-évaluation. Et donc, c'est quand on va pouvoir évaluer, pour dégager les résultats, dégager les failles, qu'on va pouvoir corriger pour mettre ça au fur et à mesure. C'est déjà bien que dans l'intervention, il y a une couverture nationale en termes de département et de communes. Mais en termes de collège, on ne peut pas atteindre une couverture nationale à la date d'aujourd'hui. Ça va être peut-être une aberration de dire que nous allons atteindre tous les collèges à la date d'aujourd'hui. C'est pas bien. On est ambitieux. Encore qu'il y a des collèges qui n'ont pas l'arsenal nécessaire pour recevoir. Donc il faut également penser à l'équipement. Il faut penser à l'équipement et tout ça. Et si je prends l'exemple, par exemple, de la musique... Très rapidement, pour terminer. Oui, la musique dans les écoles, on peut prévoir des orchestres pour les élèves et tout. Et ça peut aider dans la cérémonie des couleurs, par exemple. Oui, dans la cérémonie des couleurs, s'il y a l'orchestre, ce sont eux qui vont exécuter... Qui se déroule actuellement comme si c'est... Vous voyez, donc... Ce que je n'oserais pas dire sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci, monsieur Franck Bianzé. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire sur ce projet. Vraiment. Mais là, mes chefs d'édition du jour, Fulgencia Routondi et Bonquet, oui, Joseph Bonquet d'Otou me disent que les 15 minutes se sont écoulées. On n'a pas le choix. On aura le temps de vous avoir sur ce plateau. Ça va être un grand plaisir pour moi parce que c'est une très belle opportunité qu'il faut capitaliser. Tout à fait, tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, après donc notre invité, Franck Bianzé, acteur culturel et président de Con-Art Théâtre, on va vous demander de suivre en rappel les prévisions météorologiques. C'est en fait terminé pour le grand rendez-vous. Oui.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé, c'est terminé. Tout le monde descend. Depuis lundi, nous sommes restés en votre compagnie. Chaque fois qu'il sonne 19 h, on est resté en votre compagnie. On vous remercie pour l'attention. Vous n'avez pas du tout raccroché. On vous remercie. Lundi prochain, on sera encore là lorsqu'il va sonner 19 h. Mais sachez que toute cette semaine, nous sommes restés avec une jeune équipe de la réalisation. Claude Descandé qui est resté au cadrage, Terence Bata à l'infographie, Enoch Gogan au son, Ulrich Akpovo, le réalisateur qui a conduit toute l'équipe et son assistant Pierre Kakpo. On va certainement retrouver une autre équipe ou la même. Le lundi, on aura le temps de le découvrir. Merci beaucoup à vous. On va remercier également Fulgessia Outondi, Arthur Wendo, Bonke, Joseph Bonke Dotou et Marcel Guetoro. Elle me fait de grands signes. Ne m'oublie pas, je ne vais pas vous oublier, Marcel Guetoro. C'est vous qui avez d'ailleurs réalisé ActuWeb de ce jour. Mesdames et messieurs, c'est terminé. On vous souhaite un excellent week-end. D'ici là, portez-vous très bien.